d'être là ce soir à l'édition toute spéciale sur invitation seulement. Bonjour à tous. Vraiment content que vous ayez tous accepté l'invitation. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une plateforme que j'ai développée pour faire un projet qui s'appelle Wuxol Renard, puis qu'on a décidé d'extraire du projet Wuxol Renard pour ensuite, dans le fond, la commercialiser ou la redonner aussi à des gens comme vous, des créateurs, des concepteurs, des stratèges, parce que je sentais qu'il y avait une grande révolution qui s'en venait au niveau de la scénarisation de l'expérience usagée avec l'Internet of Things qui était absente. C'est-à-dire, en ce moment, la révolution Internet of Things est gérée par des industriels, Cisco, Intel, GE, et il manque un volet humain important à cette révolution-là. C'est très fragmenté comme milieu. J'en parlais avec différentes personnes. Un exemple, la domotique. Chaque personne qui rentre en domotique, ils ont des systèmes avec leur propre OS, des règles. C'est très binaire comme approche. C'est très, tu tapes des mains, les lumières s'ouvrent, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas un imaginaire axé sur une journée complète d'un individu dans un environnement comme ça. Et donc, en travaillant sur Wuxol pendant à peu près 8 ans, j'ai comme accumulé beaucoup d'idées et de principes sur genre, ce serait quoi la plateforme que moi j'utiliserais dans 2060, qui n'aurait plus d'écran. On serait dans un univers communal, j'aurais pas de casse à la tête. L'Oculus est arrivé, puis ça m'a donné encore plus le goût de présenter ma plateforme puis de dire, moi, le futur que j'imagine, c'est un futur où on est tous ici dans un lieu extrêmement intelligent et on se parle face à face en se regardant parce que la vraie force de l'humain, c'est quand on est en dialogue, puis c'est pas en mettant des écrans entre nous, en interaction humain-machine. C'est de ramener le human-to-human interaction à un niveau vraiment suprême en utilisant le computing qu'on connaît aujourd'hui puis les prix qui baissent. Donc, d'utiliser l'environnement, de l'amplifier, mais surtout d'amplifier notre rencontre à nous. Histoire courte. D'où vient cette idée-là, cette passion-là que j'ai pour le computing appliqué au human-to-human vient de Mark Weiser, de Xerox PARC, qui travaillait sur les premiers ordinateurs, les premiers mainframes. Il appelait ça, lui, le calm computing. C'était son rêve de voir le web, les objets connectés, servir à amplifier les relations humaines, non pas à les isoler. En ce moment, on est dans la tendance inverse. Mark Weiser, il est mort en 1996, il a dit genre « I think we failed. We're going in the direction where we're going to isolate humans from each other with technology. » Il disait que l'utilisation de la périphérie autour de l'usager était plus importante que de capturer son attention. Si vous observez aujourd'hui, il appelait ça des heads-up interaction puis des heads-down interaction en ingénierie chez Samsung ou chez Cisco, c'est la capacité des humains à être addicts à un objet, puis à favoriser même l'interaction avec un objet pendant qu'ils sont dans un contexte social. C'est en train d'être analysé comme phénomène social, mais le calm computing m'a beaucoup plu à l'époque. En 1996, il parlait déjà d'ubiquitous computing puis d'objets connectés. Il disait, un jour, on va juste manipuler l'information par des gestes, un peu à la Minority Report. Un jour, on va juste avoir l'environnement qui va nous indiquer de façon signalétique qu'est-ce qu'on doit faire ou l'attention qu'on doit porter à des choses, juste quand c'est le temps. Fait que tu ne te feras pas pinguer par ton téléphone. Dans le fond, c'est toi qui vas dire à l'environnement, je suis prêt à recevoir de l'information, tu peux me beamer. Tout l'aspect dans le background, tout ce qui se fait en automatisation en ce moment dans la domotique, dans le milieu de la scène, dans le milieu des objets connectés comme les Arduino, les Raspberry Pi, les prix ont tellement baissé en 10 ans que ce que tu pouvais faire pour 5 000 il y a 5 ans peut se faire pour 50 aujourd'hui au niveau informatique. Intel va sortir un ordinateur l'année prochaine qui vaut 500 qui est gros comme ça, qui est plus puissant qu'un Windows 8 ou un Mac Pro. Donc, vous allez pouvoir gérer avec cet ordinateur-là qui est gros comme ça, 4 écrans, une projection 4K, puis des affaires que normalement auraient pris un serveur à 10 000 il y a 5 ans va coûter entre 50 et 250 Un Raspberry Pi, c'est 50 puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important. L'idée d'automatiser l'environnement avec ces outils-là, puis d'arriver à une capacité de les utiliser dans des expériences usagées signifiantes, non pas juste automatisées ou surveillance. Parce qu'en ce moment, c'est utilisé beaucoup en ce moment en domotique pour automatiser des maisons ou surveiller des citoyens ou surveiller des prisonniers. Quatrième point, c'est l'ambiance. L'intelligence ambiante qui collecte l'information sur des comportements qu'on va faire dans un lieu, puis qui va les donner dans le cloud en disant « Voici ce que j'ai appris sur ce lieu-là. Voici comment les gens se déplacent ici. Voici le nombre de souris que j'ai détecté. Le monde est dépressif ici. Il y a 6 burn-out en potentiellement ici. » Tu sais, la plupart des gens ne sont pas capables de détecter le burn-out. Dans l'industrie du marketing, 30 des gens sont en burn-out. C'est des études en 2002 qui sont sorties. Pourquoi l'environnement ne pourrait pas sentir cette chose-là puis informer mieux les ressources humaines? Peut-être à cause qu'on a peur de la technologie puis qu'au lieu d'approcher ce problème-là puis de nier
que ça existe comme technologie, de l'approcher d'un point de vue humain puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Internet of Things au lieu de faire de la surveillance? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon poétique, narrative, expérientielle avec l'Internet of Things pour pas que ce soit des agendas industriels qui le dictent, comme c'est le cas actuellement? Fait que vous êtes ici aujourd'hui comme les humanistes de l'Internet of Things, si on peut le dire comme ça, ou les marchands de bonheur de l'Internet of Things. Ah, je me fais dire qu'il faut que je travaille. Deuxième principe, l'usage va donner le sens à l'Internet of Things. Selon moi, en ce moment, des egg trays, des systèmes pour savoir s'il manque des œufs dans le frigidaire, ce n'est pas signifiant pour expliquer à l'humanité ça va servir à quoi l'Internet of Things. Ça, c'est sorti par GE. Ils ont mis 1 million sur un egg tray pour savoir s'il te manque des œufs dans ton frigidaire. Puis ils disent « The future of Internet of Things ». Non. C'est pas ça. C'est comme quand LG avait dit aux femmes de ménage en 1996 l'Internet, c'est important, puis il avait crissé sur une porte de frigidaire parce qu'il pensait que c'est là que ça allait partir. T'sais. L'Internet est devenu beaucoup plus important qu'une porte de frigidaire qui t'affiche des aliments à acheter. T'sais. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va prendre des gens qui pensent à une journée utilisateur complète pour donner un sens à plusieurs interactions. C'est comme une journée utilisateur, c'est pas un point d'interaction. C'est pas il manque des œufs dans le frigidaire. Pour une raison que j'ignore. Troisième principe, juste, je fais ça. Il me reste combien de temps, à vrai dire? OK, c'est bon. Troisième principe, la nostalgie trompe toujours va toujours Trump's newness, comme je dis. La nostalgie est aussi importante que la nouveauté. En marketing, c'est tout le temps « what's new, what's new, what's new, what's new ». Les expériences rétro-futuristes, c'est pas important. Je vais vous prouver que c'est complètement le contraire qui va se passer avec l'Internet of Things parce que le monde va revenir à ce que Dan Saffer, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Dan Saffer ici, Interaction Design. Il a fait une cartographie des disciplines UX pendant 20 ans. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Selon lui, il y a une convergence vers notre genre de métier encore peu reconnu, mais compris à peine. C'est-à-dire, on pratique l'information architecture, l'interaction design, du user interface, l'ethnographie, l'analyse de marché, whatever ce que vous allez appeler votre titre, c'est une sensibilité, le UX. C'est un métier de polymathe. C'est-à-dire, tu vas jouer plusieurs rôles dans ta vie si tu fais du UX. Tu ne feras pas juste du user interface. Ça se peut que tu vas faire même du project management parce que tu as une sensibilité de collaboration d'équipe. Donc, tu vas développer des processus de travail, tu vas développer des processus de journée client, tu vas travailler sur de la scénographie dans un théâtre, puis tu vas travailler sur des interfaces web. Puis le web est devenu de plus en plus proche de la scène et du monde physique. En domotique, le web, c'est juste une plateforme de computation, d'algorithmes qui est dans le cloud, mais dans le fond, tu travailles dans le lieu physique. Fait qu'il va falloir que les gens apprennent la scénographie, le déplacement des gens dans l'espace et le fait qu'il n'y a plus d'interface. À vrai dire, il y a des interfaces naturelles. La voix, le geste, les symboles, des identités qui sont reconnues, des visages, des émotions, mais pas nécessairement d'écran entre nous et l'autre. Pourquoi la nostalgie? Parce que des expériences qu'on a oubliées il y a 10 ans, un exemple, les cinémas, bien, les jeunes, les millennials, on peut les appeler, mais qu'on les appelait autrement avant, ils n'ont pas connu le cinéma. Là. Les jeunes de 20 ans, ils n'ont pas connu l'expérience de cinéma qu'on a eue. Puis quand j'ai regardé aux États-Unis, à Southwest, les jeunes demandent de réouvrir les cinémas parce qu'ils veulent vivre des expériences communales. Ils ne veulent pas écouter un film tout seul sur Netflix, ils veulent vivre l'expérience de l'écouter. Puis ça, il faut réenseigner ça. Les vinyles, même si ce n'est pas revenu au point d'or qu'ils ont connu les années 70, les vinyles reviennent à la mode parce que la tangibilité des choses est un point important dans la relation qu'on a avec la culture, avec la culture matérielle. Dans les écoles, les livres papier reviennent parce qu'ils découvrent que la lecture encourage le problem solving. Puis les jeunes qui sortent de l'école qui n'ont pas appris à lire, 40 des gens qui sortent de l'école qui ont de la misère à lire se trouvent difficilement de la job ou sont très peu capables, à vrai dire, de régler des problèmes dans leur vie. Puis la lecture est le numéro 1 des problèmes dans l'école. Apprendre aux jeunes à aimer la lecture. Aimer la lecture. Juste aimer ça. On ne va pas dire être bon. Je vais finir avec juste un quote rapide d'Albert Einstein. Puis il l'avait dit il y a très longtemps. Il ne faut pas faire remplacer l'interaction homme-machine. Ça veut dire qu'il faut juste l'utiliser pour augmenter notre capacité, nous, à avoir une imagination active. Donc, il ne faut pas diminuer notre imagination dialogique. Il faut l'amplifier en créant des interactions qui lui donnent du sens. Je ne présenterai pas tout ça. Je vais faire des sauts quantiques dans cette présentation-là qu'on a fait. Donc, quand on est allé à Southwest, on a présenté des projets qui utilisaient l'Internet of Things
en storytelling et en expérience, de la domotique expérientielle, c'est-à-dire créer des lieux qui utilisent tous les services qui existent sur le web, tous les services de domotique. La domotique, c'est le contrôle de l'environnement par des senseurs et autres services. Et un mécanisme scénographique qui fait que quand je me déplace dans l'espace, je te raconte une histoire. Cronenberg a inventé un vrai device horrible qui est un pod que tu mets sur toi. Le pod écoute ton beat cardiaque, ta sudation, tes chocs nerveux, tes crissements de muscles et te crée une histoire personnalisée un mois après basée sur ton profil biométrique. C'est le premier film biométrique au monde. Bon, il a tout le temps fait des choses un peu d'horreur, donc ça fitait un peu avec son univers. Mais le pod est un vrai objet qui est gluant, qui se colle à ta peau et qui reste sur toi pendant un mois. Juste donner un exemple d'hybridité entre un objet connecté à l'Internet, mais il y a de l'air, en plus, il bouge. Là. Un projet que Lance Wheeler a fait avec l'Université de Columbia, dont notre ami ici, Robert, participe, et IO Theater, que je vais présenter, va sûrement être impliqué. C'est un projet de design majeur. Vous allez sûrement être invité d'ailleurs à proposer des solutions à travers IO Theater dans ce projet-là. C'est un projet sur le futur de l'Internet of Things, mais du point de vue du storytelling. Qu'est-ce que les compteurs, qu'est-ce que les UX designers ont à dire sur la direction de l'Internet of Things? Ce n'est pas juste un enjeu industriel, c'est un enjeu d'humanité et de ce que la technologie va nous faire ou pas nous faire. Tout le temps. Ça me prend mal. C'est bon. Je suis encore correct. Ça, c'est un projet que Lens a fait aussi avec un objet connecté qui se promène à travers le Canada, les États-Unis, le monde. Et l'objet collecte les émotions, des photos, des enregistrements des classes qu'il visite. C'est un objet qui apprend et qui crée une histoire en se promenant. Ça, c'est un projecteur intelligent qui voit la pièce dans laquelle il est. C'est un projecteur qui a du computing vision. Donc, si je mets mon projecteur ici, il va faire une photo 3D de l'espace, puis il va faire un mapping automatisé sur vous. Puis il ne va pas projeter les surfaces qu'il ne devrait pas projeter. Donc, il va projeter juste sur le plancher, puis vous allez être éliminé de la projection. Les projecteurs, ça vaut 300 $. Mais 10 ans de recherche. Donc, dans le fond, ils font des planchers iPad pour enfants, pour les salles de classe. Donc, les enfants peuvent créer leur jeu, puis projeter sur le plancher, puis donc, c'est des jeux de soccer. Ils peuvent se créer un plancher de lave, tout ce qu'un enfant peut imaginer. J'ai fait un projet aussi, Wuxia, que vous avez peut-être entendu parler, qui est un livre que vous lisez en classe. Et quand vous lisez le livre, c'est une reconnaissance continue sur 40 minutes. On trigger, dans le fond, un film. Fait qu'il y a à peu près 500 scènes vidéo, des scènes interactives, de la musique, des effets sonores basés sur ce que tu lis. Puis c'est à peu près 500 phrases. Fait que c'est pas des voice commands, là. C'est vraiment chaque personne va le lire différemment, les émotions sont reconnues, les inflexions, le rythme a un impact sur la musique. Fait que si tu lis lentement, bien, le beat de drum n'embarque pas, mais si tu lis vite, on embarque les drums. Ça donne un exemple de... Ça m'amène à ce qu'on a présenté à Southwest. À Southwest, je suis arrivé, j'ai dit, il y a un problème de fragmentation dans le marché de l'Internet of Things. On a plein de systèmes, plein d'objets connectés, mais il manque une plateforme pour interrelier tout ça, pour avoir un genre de CMS de contenu ou de récit narratif qui permettrait aux gens de faire un lien entre l'humain, l'objet et le lieu dans lequel il est. Tu sais, c'est pas juste une interaction binaire. Cette personne-là va faire telle action. Ensuite, elle va arriver ici puis elle va attendre 10 minutes. S'il pleut, il pourrait se passer d'autres choses que s'il fait soleil. Ensuite, elle va marcher. Elle va rencontrer quelqu'un. Cette personne-là va impacter sa décision de tourner à gauche ou à droite. L'environnement peut sentir ces choses-là. Aujourd'hui, il ne peut pas, mais avec IO Theater, il le peut. Et c'est un peu ça que je veux vous annoncer aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'idée que j'ai une plateforme à vous vendre. L'idée, c'est un principe de réflexion qu'on a développé, une méthodologie d'approcher le problème du Internet of Things d'un point de vue expérience usagée et non pas « Ah ouais, je peux faire ça un toaster, moi qui toast tes toasts le matin, si tu peux appeler ton toaster le matin, tu sais. Hey toaster, et toast tes toasts. » Mais je trouvais ça un peu binaire comme interaction. Je me disais, il faut que je donne le même niveau qu'on a avec un CMS pour que les UX partent exactement de où est-ce qu'ils sont, en gestion de contenu, en stratégie d'engagement sur le web, mais exactement le même niveau qu'on a développé sur le web tout de suite en domotique, tout de suite dans le milieu physique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système qui fait de la domotique et de la gestion de contenu.
un système qui permet de développer des applications mobiles ou web avec un API et en même temps capable de contrôler tout ce qui est en show control, tout ce qui est scénique. Fait que je peux contrôler les lumières, les DMX sur une console de son, l'OSC ou le MIDI d'une console de lumière et de son plus avancée. Je peux contrôler la vidéo projection, je peux prendre des photos. Bref, tout ce qui est ici en ce moment est géré par des outils scéniques qui sont ici. Donc, j'ai créé une catégorisation de ces senseurs-là. Des senseurs environnementaux que vous allez découvrir dans les ateliers, des senseurs d'émotion. Donc, si on met une webcam dans ce lieu-là, une seconde plus tard, je peux vous dire que 80 des gens ne sourient pas et donc je devrais partir telle toune. Donc, si dans une minute, les gens ici ne sourient pas plus, il y a une toune qui va partir, par exemple, pour cheery up la crowd, puis m'aider à faire ma job. On peut aussi parler des applications mobiles, donc faire de l'interaction mobile screen to screen. Dans le fond, imaginez-vous que vous avez un cloud system qui projette ici l'image d'une luciole qui flotte sur le mur. Je m'approche, il y a un senseur de proximité qui dit « L'usager est assez proche, envoie le vidéo loop qui joue là, envoie-le sur l'application mobile à la place. » Il y a une application mobile, c'est juste comme un autre écran. Fait que la luciole qui est là va disparaître en fade, dépendant comment tu as fait ta transition dans ton vidéo loop. Le vidéo loop sort, c'est comme un CMS, là. Vidéo loop, finish, start here. Fait que dans le fond, l'usager approche, la luciole se sauve, elle disparaît ici, puis elle apparaît sur mon téléphone. Ça se peut que vous ne me suiviez pas, puis le but de la soirée, c'est ça, là. Je me pratique à pitcher à des gens comme vous, fait que c'est encore plus tough. On a développé donc un CMS qui permet aussi de faire l'output. C'est vraiment un if this then that sur la CID. Les gens qui ne connaissent pas if this then that ici. If this then that, c'est un protocole assez simple pour parler à des objets connectés. Vous pouvez aussi synchroniser des choses sur le web. Ça veut dire, genre, si il y a tant de gens qui taguent telle image sur Instagram avec le mot cool, bien, envoie-moi un email. Puis si telle image est taguée avant 9 h, envoie un email à mon boss. Puis s'il y a quelqu'un qui prend une photo dans laquelle tu vois un chat, bien, allume les lumières. Fait que tu peux déjà automatiser de façon binaire plusieurs trucs. Tu peux dire aussi, créer un bouton, à chaque fois que tu le pèses dessus, commande un livre sur Amazon. Et là, je ne ferai pas ça, mais... Donc, contrôler l'équipement scénique, contrôler des applications mobiles et, ultimement, ce que tout le monde peut vouloir imaginer, collecter des datas behaviorales et émotionnelles. Les gens sont arrivés ici, devant ton présentoir avec des souliers ou whatever, dans ta pièce de théâtre. Ils n'ont pas souri pendant 30 minutes. Quand telle phrase a été lue, la moitié de la foule rit. Puis, sont partis 2 minutes trop tôt. T'sais, ils ont manqué l'acte le plus important, mettons. Des statistiques comportementales et émotionnelles basées sur une expérience. Merci. On a fait une expérience au Jardin symphonique où est-ce qu'on a simplement spatialisé un orchestre. On a placé 40 MP3 dans l'espace. On a mis une application mobile, puis quand tu te promènes, c'est des fade-in à MP3, MP3. Fait que ça veut dire que la musique, elle joue 43 fichiers synchronisés MP3 qui jouent. Puis tu te promènes, puis tu passes des corps français au drum, puis là, tu t'en vas vers la bass, puis tu recules. Tout fait dans IO Theater. Ça, c'est pas ce que je vais vous parler aujourd'hui. Il me reste... C'est bon. C'est la carte du Programmable World. C'est un projet du MIT qui a dit, c'est quoi l'Internet of Things? Puis c'est quoi après l'Internet of Things? Parce que dans le fond, là, on a un Programmable Web hyper avancé où je peux augmenter l'intelligence des machines. Amazon ont sorti du machine learning où est-ce que je peux dire à des humains de faire la job qu'une machine n'est pas encore capable de faire, du genre toutes les images qui sortent dans Instagram qui sont taguées « I love cats », bien, ça peut être des humains en Inde qui sont payés 5$ ou 5 cents de l'heure pour le faire. Ils rentrent là-dedans. Fait que tu as comme une couche environnementale. Tout le monde, en ce moment, est en train de s'en aller vers ce qu'on va appeler ici. Je vais vous l'amener. Un genre de monde hyper surveillé au niveau de la Smart City, l'espèce de mot ultra utilisé qui est, on va mettre des senseurs partout pour tracker tout. La quantité d'eau qu'on consomme, où est-ce qui est rendu mon colis, où est-ce que les prisonniers sont dans prison, sont où les malades, qui est en crise. Ça, on est assez avancé là-dessus. Ça, la première chose que moi j'ai faite il y a 8 ans, c'est que j'ai contacté Libellium. Ils avaient acheté toutes les recherches décommissionnées du DARPA.
Fait que le DARPA, c'est l'organe américain qui avait sorti le micro-ondes dans les années 70. Là. Ça tuait des gens, les micro-ondes, dans les années 50. 60, ils en ont tué plus. La guerre d'Irak, il a fallu qu'ils arrêtent. Mais les Bellium, ce qu'ils ont sorti, c'est toute la gamme de senseurs que vous et nous, on devrait connaître aujourd'hui dans nos outils. Là. Ça veut dire que c'est 60 senseurs qui peuvent sentir tout ce qui est environnemental. Mais ça va jusqu'au heartbeat. Ça veut dire que tu écoutes un film, puis tu pourrais avoir un bracelet qui dit « Si tu détectes que l'usager n'est pas assez stressé, augmente la toune. Mets-y la scène numéro 2 à la place. Fais en sorte que la fille, elle meure plus vite. » Tu sais, j'ai fait, il me reste, je ne vais pas vous présenter toute la présentation que j'ai faite, mais j'ai 2 projets que j'ai faits avec IO Theater, puis je vais vous montrer c'est quoi IO Theater rapidement, puis je vais vous montrer juste une chose. Le plus important à retenir, c'est que le corps humain exprime plusieurs choses. Et c'est ça que vous devez intégrer dans votre pratique. C'est plus juste l'interface que tu fais du device, c'est aussi ce qui se passe autour du device qui est plus important maintenant. Dans le No Interface, c'est vraiment l'environnement qui sert d'interface. Le déplacement dans l'espace, l'heure de la journée, l'attention. Est-ce que l'usager regarde l'écran ou pas? Puis combien de temps? Puis est-ce qu'il sourit? Puis pouvoir faire des combinaisons comme ça algorithmiques de plus en plus émotionnelles, on pourrait dire, qui dépassent un petit peu juste le clic, qui sont plus reliés à l'attention humaine réelle puis à ce que la personne en retire comme expérience. Je vais vous présenter une expérience qu'on a faite à Québec, puis ensuite, je vais juste faire une intro du jeu de cartes. Vous pouvez vous critiquer mes talents à être fragmentés dans mes présentations. Il n'y a pas de son. C'est pas vraiment grave. C'était une journée sur 3 semaines dans le centre-ville de Québec. C'était 4 stations qu'on avait installées. Puis l'idée de présenter ça, c'est que ça a été fait en 3 semaines. 3 semaines, concept puis déploiement de tout. C'était un objet connecté que les gens y achetaient et ils pouvaient interagir de façon personnalisée avec l'éclairage, le son, les instruments de musique interactifs, des projections monumentales, puis des jeux collectifs plus ou moins ludiques, parce que c'était comme une table où les gens devaient faire la table, puis la projection changeait en fonction de ce que les gens réussissaient à faire. Il y avait comme 25 secondes pour trouver où placer les objets. Une fois qu'il avait fait cette station-là, il se faisait amener à faire un jeu de musique un peu plus ludique, un peu plus sans règles, où les gens ils interagissaient un peu avec des inconnus, ils faisaient une toune, mais chaque personne qui était dans ce lieu-là, tout le monde avait son objet RFID. On enregistrait la chanson qu'ils avaient faite, eux, pendant 30 secondes, juste leur moment. Et quand, à la fin, ils arrivaient vers le mur, qui était le calendrier de l'Avent, la 4e station, ils voyaient des interactions et des films personnalisés avec ce qu'eux, ils avaient collecté comme information. C'était comme une journée très personnalisée de ce qu'ils avaient vécu, les photos qui avaient été prises. On a connecté, évidemment, une application mobile pour interagir avec les projections, pour montrer à quel point c'était simple et vite de faire des liens entre un écran géant puis une interaction intime entre un usager et son téléphone. Ça, c'est le côté très rapide là, que je vous fais. On pourra aller en profondeur sur qu'est-ce que ça comporte comme implication, mais ça a été fait avec une seule plateforme, donc un seul CMS. Ça gérait le mobile, les projections monumentales, le son, la lumière. La lumière, c'était 75 spots répartis sur 2 km. Tout ça géré par le CMS d'IO Theater. Ensuite, on se rendait compte, évidemment, que c'était un peu overkill de présenter ça et de dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple? Qu'est-ce qu'on peut faire juste avec un input? Au lieu d'avoir tout ça, toute la grosse pizza, qu'est-ce qu'on peut faire le plus simple possible? On est allé en salle de classe, on a pris le livre de Wuxia, on a mis un micro, on a mis un écran, puis on a dit, bien c'est ça, c'est un film que tu parles. Tu es le narrateur, puis il y a un film qui joue, puis on va voir l'impact que ça a sur l'attention des élèves, puis on va voir l'impact que ça a sur l'intérêt pour la lecture. Puis on a fait le test dans plusieurs écoles primaires. Puis je vais juste... Bon, là, vous n'entendrez pas vraiment la narration, à moins que... Entendez-moi un peu. Cet après-midi, on a eu la chance d'avoir la visite de Vincent dans la classe pour expérimenter l'univers du renard Wuxia. Précédemment, avec les élèves, on avait entendu un petit peu parler de l'histoire, mais là, cet après-midi, ils ont vraiment pu expérimenter la lecture du livre. Donc, les élèves à tour de rôle lisaient l'histoire et avec le iPad, la reconnaissance vocale animait
le tableau, donc avec du son, de la musique, des images et tout ça. Sincèrement, j'ai jamais eu une classe aussi attentive qu'aujourd'hui. Pourtant, on est la veille de Noël, il y avait de la frénésie dans l'école tout plein, mais les élèves étaient attentifs, ils regardaient ce qui se passait, il y avait les regards curieux, ils étaient animés. En tout cas, ça a été vraiment un très, très beau moment en classe cet après-midi. Donc, Wuxia, d'un point de vue pédagogique, dans une classe, c'est une petite merveille. Assurément, là, pour donner le goût de la lecture ou conserver le goût de la lecture là, chez les jeunes. L'histoire est captivante, le vocabulaire est recherché. Aussi, ça donne la chance à l'élève de lire à voix haute. Dans ce cas-ci, c'est une expérience interactive, donc il y a un but. En plus de lire à voix haute, il y a la stimulation de voir l'application s'animer. Il y a une élève là, cet après-midi qui était un peu gênée, un peu timide en classe. Habituellement, elle ne veut pas trop lire parce qu'elle a des difficultés en lecture. Puis là, oups, elle a levé la main, elle est allée lire. Elle a même été très fière d'elle de voir que l'application pouvait reconnaître sa lecture. Dans son visage, là, ça valait tout l'or du monde de voir que cette petite fille-là, elle avait vraiment eu le plaisir de lire. C'était pas un fardeau, là, c'était vraiment de l'amusement. Je vais juste vous parler les témoignages d'enfants qui aiment la lecture. Mais qu'est-ce qui était fascinant avec ça, c'est que nous, on a découvert crime, c'était juste ça l'innovation. C'était comme, on a acheté des TBI pour 250 millions, puis ça a coûté 500$. Puis les enfants, les TBI, ils n'utilisent pas en passant dans les écoles. Ils branchent l'HDMI des PC des profs pour le projecteur, mais ils n'utilisent jamais les TBI. Donc, c'est un genre de fiasco financier. Mais nous, on arrivait champ gauche en Ontario avec TFO, puis on a dit est-ce que vos écoles primaires seraient intéressées à faire le test? On a fait le test avec 10 profs. Les profs en ont tellement parlé que les directeurs d'école ont demandé à voir le démo. Puis en faisant un démo tellement simple, je me suis dit il faudrait que j'invite tous les UX parce que là, ça veut dire qu'il y a des innovations par rupture comme ça en 2 secondes que le monde ne t'écoute même pas parce qu'il te dit que tu es un poète, puis le jour d'après, tu te fais appeler devant le School Board de l'Ontario sur genre « Fait que toi, tu as inventé quoi, là? » J'ai rien inventé. J'ai mis un micro, le prof, il lit un livre, puis il y a un film qui joue. Tu sais, ça a l'air con, mais ça n'avait jamais été fait. Puis je me dis que ce soir, vous allez sûrement trouver plein d'affaires qui n'ont jamais été faites. C'est pour ça qu'on fait cette expérience-là, parce que TFO, ensuite, nous ont dit « Y a-t-il d'autres mondes comme ça qui peuvent sortir des solutions? » Je dis « Bien, à Montréal, il y a pas mal de UX, d'après moi, qui seraient capables de lever la sauce. » Puis TFO sont très intéressés à investir dans les classes immersives. Il y a des gros problèmes dans les écoles en ce moment, si vous ne le savez pas. Mais il y a d'autres domaines qui demandent à avoir de l'innovation par la rupture, puis ça ne viendra pas, comme je dis, des ingénieurs. Ça va venir de gens qui pensent champ gauche, de monde qui brainstorm de façon avec une bouteille de vin, en disant « Ça serait-tu cool si je pouvais faire arroser ma plante en faisant ça? » Bien, c'est fait. Est-ce que c'est vraiment un marché? On ne le sait pas encore, mais l'idée, c'est que je ne savais même pas qu'il y avait un marché pour l'éducation quand j'ai fait ça. Ça ne m'a pas coûté cher à faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement rendu pas cher, c'est juste à le penser, je l'ai essayé, c'est cool. On va essayer ça en classe. Puis les profs ont tellement capoté que là, c'est devenu... Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soir, je m'attends à un genre de moment comme ça chez vous qui va amener les gens à découvrir les 3 catégories. Donc, on a catégorisé les inputs de façon très... Si les gens ne comprennent pas encore c'est quoi, c'est correct. J'ai une plateforme CMS live. Si les gens veulent vraiment dire c'est quoi, là, j'ai rien compris. J'ai un démo très concret. Venez un par un, s'il vous plaît, pour vous comprendre comment ça marche quand on crée une expérience. Puis les gens qui sont déjà un peu aptes à s'amuser tout de suite sans trop détailler, j'ai catégorisé les inputs. On va distribuer des jeux de cartes, inquiétez-vous pas, il y a des exemples pour partir le bal. En général, ça prend 5 minutes, puis les gens s'amusent assez vite à échanger sur le sujet de qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Inquiétez-vous pas sur le potentiel. Quand on a fait le projet de Luma, les gens nous disaient que ça va prendre 4 mois à faire. On l'a fait en 3 semaines. Donc, le projet qu'on a vendu à TFO à travers toutes les écoles primaires, ça a pris 2 jours à faire. Comme je vous dis, la rupture est là. C'est le temps de prototypage n'est pas théorique. La plateforme, vu qu'elle existe, puis qu'on a utilisé des Raspberry Pi très cheap, plus on va travailler ensemble, plus je vais avoir des projets intéressants, plus je vais pouvoir donner accès, je vais l'annoncer plus tard, mais plus je vais pouvoir donner accès au UX à Montréal, des outils très peu chers pour prototyper des idées pour leurs clients. L'idée, c'est que je ne veux pas vendre au UX le logiciel à un prix élevé, je veux quasiment le donner, parce que selon moi, ça va venir de nous, la rupture. Puis il va falloir qu'il y ait beaucoup d'usages avant qu'il y ait une rupture ailleurs, mettons en hôtellerie ou en retail. Mais juste un exemple. En retail, quand on est allé à San Francisco, les gens ils disent « Pricing is no longer the argument. The argument is people don't no longer look at pricing, they look at the experience. »
Ce ne sera pas un stratège en pricing qui va réussir à faire en sorte que les gens reviennent dans le monde physique pour shopper. Puis en ce moment, les gens qui sont très bons en web, les gens d'Advisor aussi qui amènent du trafic vers le web pour acheter, ça fait mal au retail physique aussi. Fait qu'il y a des stratèges en omnichannel qui commencent à dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose avec le monde physique puis faire ce qu'on fait sur le web dans le monde physique d'une meilleure manière. Donc, d'apprendre du monde physique, de ce qui se passe dans le monde physique pour informer les deux. Puis c'est un peu ça que vous allez avoir. Il y a il y a des tables qu'on a catégorisées par domaine. Peut-être des gens qui ne sont pas il y a la salle de classe, le théâtre, l'épicerie, le retail. Donc, on a des catégories. Ça va? Il me reste plus de temps, mais... Non, mais c'est correct. On t'explique comment on va fonctionner dans les ateliers. C'est ça qui est intéressant. Les catégories environnementales, vous avez 60 cartes input. Fait que les cartes ont tous un exemple. Fait qu'un exemple, s'il pleut dehors, si une porte s'ouvre, si tu entends tel mot, si la personne sourit, si tu senses une émotion négative, des senseurs behaviorales, les gens se déplacent en cercle, les gens ne bougent pas, les gens font du bruit, les gens ne font pas de bruit. Les senseurs transactionnels, on supporte les bracelets RFID, à peu près 6 compagnies, on supporte les iBeacon, on supporte les tokens qui sont des API comme Parse ou Shopify. On supporte aussi les Participant Profiles, donc les gens qui auraient des bases d'usagers déjà connues dans un CRM ou un ERP ou un système de Store Analytics, genre des données déjà collectées. On peut se connecter à ces systèmes-là, on a un API. On a ensuite des outputs, on a des media servers, on peut outputter juste une page web, on peut outputter sur un serveur de projection, on peut outputter sur des mobiles, on peut capturer du son, on peut capturer des photos, capturer de la vidéo, on peut contrôler l'électricité, on peut contrôler d'autres media servers plus complexes. Un exemple, ce que Moment Factory utilise, qui est Touch Designer, pour faire des projections sur des villes, d'énormes buildings. On peut aussi contrôler ce genre de projection-là. On a un API pour ceux qui sont un peu plus familiers avec la programmation. On peut aussi utiliser le web. Donc, le web, tout ce qui existe sur le web programmable, donc toutes les webhooks, s'il y en a qui sont familiers avec ça. S'il se passe telle activité sur Twitter, un exemple, je prends une botte. Quand je prends la botte, j'envoie un message à Internet, ça dit genre, le gars vient de prendre la Patagonia Forest. Bien là, je peux aller sur Twitter, c'est quoi le dernier commentaire sur cette botte-là, puis faire apparaître devant lui tout de suite. Fait qu'on peut utiliser aussi le contenu qui vient du web puis le mettre en contexte avec une interaction physique. Mais j'en dirai pas plus, je vais vous laisser plonger là-dedans, voir un peu le malaise que j'ai créé. Et l'idée, c'est qu'il y ait un malaise au début du genre « j'ai rien compris », puis ça vous prend du temps, puis il y a différents types d'intelligence, donc gênez-vous pas pour venir me voir puis dire « j'ai rien compris de ce que tu as dit » versus venir voir les posters. J'ai comme catégorisé des types d'expériences, des expériences plus narratives, des expériences plus expérientielles, folles, liées sur l'interaction pure, et des interactions plus business, s'il y a des gens qui sont plus intéressés par l'analytique de la chose ou sur les retombées commerciales de ça. J'ai des scénarios préfaits pour accélérer un peu la mise en abîme. Puis juste l'idée, c'est qu'on veut tellement que ce soit simple, que même ma mère pourrait faire ça, c'est que l'idée, c'est que les gens vont choisir des cartes de façon un peu intuitive à la fin. Il y a des gens qui vont avoir choisi 6 inputs puis 26 outputs, puis ils vont dire « Ah, comment ça coûte ça? » Il y en a d'autres qui vont en prendre juste 2 cartes parce qu'ils s'imaginent que des fois, il y a des inputs qui coûtent vraiment pas cher. L'idée, c'est qu'on prend une photo des cartes puis ça programme automatiquement la scène. Fait que l'idée, c'est que les cartes ont des symboles dessus. Fait que dans le fond, moi, mes scènes dans IoT2, mon but, c'est de tester ma technologie, de dire comment tu penses à prendre le temps de prototyper ce que tu viens de faire puis de le déployer dans le monde physique. Ça ne veut pas dire que ça va être commercialement viable, mais ça va être prototypé live. Il n'y aura pas rien de papier. Là. Ça va être, tu vas le vivre puis tu vas dire « Wow, je peux vendre ça à un client bien plus facilement que faire un prototype en wireframe ». L'idée, c'est un outil pour vous, pour vendre vos idées les plus décalées de la réalité, puis d'amener votre client à comprendre où est-ce que vous voulez aller. Donc, sur papier, c'est bien dur de vendre en IoT Theater. Même quand je le pitch, c'est dur de le vendre. Mais quand je le montre, puis vous allez le vivre, c'est beaucoup plus facile de comprendre. OK, donc, je peux faire ça. Oui, tu peux faire ça aussi. Puis les gens qui n'ont pas encore cette réflexion-là, bien, une fois qu'ils l'ont, ils t'amènent des leads différents, puis ils en parlent différemment. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour permettre de justement faire l'exploration du No Interface, c'est qu'on va, avant même d'embarquer dans le No Interface, juste nous décrire l'expérience aujourd'hui dans une visite, le lieu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on va faire une épicerie, simplement, puis ça va nous permettre de nous mettre dans cette réalité-là. Ensuite, on va essayer de réimaginer l'épicerie de demain en intégrant justement les notions de No Interface. On a des cartes pour nous aider. Est-ce que quelqu'un a fait un geste sur mon écran touchscreen?
Ça, c'est l'input qui dit OK, il se passe quelque chose. Ça, c'est l'output. Qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose? Alors, ce qui va se passer, avant de penser aux cartes, etc., au théâtre, il y a différentes choses auxquelles on peut penser, les activités qui vont au théâtre, quelles sont les problématiques, et en fait, on va essayer de vous demander, genre, qu'est-ce que vous pensez du théâtre, qui va au théâtre, qu'est-ce qu'on trouve comme... La tension. Oui, il y a de la tension, il y a une histoire... T'as les sièges, ouais, les sièges aussi. des voisins, les sièges. Les sièges, ouais. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des cartes, puis on va se faire des petits scénarios juste pour voir quelle sorte d'interaction on pourrait développer avec nos gens. Si ça vous inspire rien, je vous en donne une autre. L'idée, c'est que dans une quarantaine de minutes, on a déliré des affaires qui n'auraient peut-être jamais été proposées à un restaurant. Donc, l'objectif de la soirée spéciale qu'on tenait ce soir à Tout le monde UX, c'était de vraiment explorer les possibilités du sans interface, qu'on connaît plus sous le nom de No Interface, finalement, en anglais. Les expériences qui ne requièrent pas d'interface, mais qui nous permettent d'interagir avec une technologie, finalement. Donc, on a eu une présentation de Jonathan pour comprendre un petit peu mieux cet univers-là, puis on l'a expérimenté après avec des ateliers. Puis, je pense que les gens se sont effectivement rendus compte que c'était très simple à appliquer. Il s'agit d'avoir un input, donc on prend une donnée dans notre environnement, puis on génère quelque chose à partir de ça, donc un output. Donc c'est assez fascinant tout ce qu'on peut penser comme concept à partir de ça. On avait différents sujets. Les gens ont conçu 6 expériences complètement différentes en moins de 45 minutes. Donc je pense que notre objectif d'éveiller un petit peu la communauté UX, de mettre un peu le feu à la communauté UX avec le sans interface a fonctionné. On peut le sentir dans les conversations d'après-atelier des gens. C'est quoi le no interface pour toi? Le no interface. Je vais référer à Dan Saffer, un apôtre du interaction design. Ça fait 25 ans qu'il écrit là-dessus. Il a fait une étude de toutes les disciplines qui ont une sensibilité à l'usager, à l'expérience usagée. Il appelle ça le Natural User Interface. C'est l'interface environnementale qui est liée au corps de l'usager, à son émotion à exprimer, à ses gestes, à son mouvement. C'est pas lié à l'écran qui est entre lui et la machine. C'est lié seulement entre l'environnement et l'usager qui va ensuite interagir. L'environnement va interroger le web. L'environnement sert d'interface. C'est ça pour moi le no interface. C'est une intelligence qui est ambiante, qui est intégrée dans des senseurs, dans des scénarios qui reposent sur le web, qui attendent d'être activés, donc des scénarios d'action, d'interaction qui disent si cela se passe à tel endroit, à telle heure, dans telle condition, déclenche ceci dans l'espace physique. Allume telle lumière, projette telle information, rend telle information accessible, débarre telle porte. Qu'est-ce que tu penses qu'on a déclenché aujourd'hui chez les gens qui étaient là? Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec les gens qui ont assisté? Premièrement, on essaie de déprogrammer des gens qui ont été amenés à faire de l'interface d'écran, qui était interaction homme-machine, puis on les amène à réfléchir, à penser à l'interaction humain à humain, dans un environnement qui est réactif, qui est dynamique, qui n'est pas encore compris ou appliqué concrètement dans leur pratique. C'est une méthodologie, une philosophie, voire ça sert à quoi de l'interaction avec toute cette intelligence-là qu'il y a? Bien, c'est de rendre l'interaction humaine, un à un, plus riche, amplifier en fait le rapport humain à humain, en rendant l'environnement plus intelligent, plus sensible, plus narratif. La question qui est revenue à quelques occasions ce soir se posait au niveau de l'éthique, de l'intégration dans nos vies. Le Big Brother, c'est le vieux cliché, la matrice même, qui nous montre un portrait très négatif de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment et quelle sorte de philosophie d'intégration on doit commencer à faire pour le faire bien? Premièrement, c'est les films qu'on a vus ont tout le temps été très dystopiques. Donc, on a été éduqués, programmés à penser que c'était tout le temps négatif, la force computationnelle qui s'avenait vers nous. Si on développe une axe plus poétique, une force narrative, on peut amener la technologie dans la bonne direction. Donc, je pense que c'est le temps que les gens UX
les ethnographes, les concepteurs s'approprient ça comme révolution et non pas juste les industriels ou les ingénieurs qui n'ont pas une vision aussi sensible du monde, et qu'on approche des usages beaucoup plus narratifs, poétiques avec ça. Les gens de théâtre. Les gens de théâtre, un exemple, l'éthique se pose comme problème quand on prend des photos ou qu'on prend de la capture biométrique. Ça cause problème dans une salle de classe, mais ça cause moins de problèmes à l'hôpital. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit de l'utilisateur. J'arrive à l'hôpital, je suis angoissé, je veux vraiment savoir ce qui se passe. Le bracelet biométrique est une bénédiction. Alors qu'à l'école, ça peut être vu comme genre, pourquoi tu veux me faire un bulletin biométrique? Mais je pourrais donner des exemples, mais c'est là que les usages qui ont été présentés dans les films, dans les livres qu'on a lus, ont été tout le temps dystopiques. Je pense qu'il faut commencer à montrer des usages positifs, voire poétiques de ça. Et donc ça veut dire effectivement que ça dépend de l'utilisation et de l'intégration qu'on va en faire. Pareil comme les cellulaires, on en a donné beaucoup, on en reçoit beaucoup aussi en même temps. Ouais, on a créé un rapprochement. Est-ce que tu penses que, par exemple, en rendant une maison plus intelligente ou un lieu public plus interactif, on va faciliter les interactions entre les êtres humains? On peut le favoriser. Je pense que si c'est l'intention des concepteurs qui sont invités à le faire, oui. Même chose pour une maison. Apprendre aux gens à mieux consommer, c'est extrêmement difficile. On est des êtres d'habitude. C'est très dur pour un humain de changer. Fait que si ta poubelle te dit « tu jettes trop », puis qu'elle n'arrêtera jamais de te dire « elle jette trop » parce qu'elle est conçue pour te dire que tu jettes trop, puis qu'elle peut même t'éduquer, je pense que ça peut être bénéfique. C'est comme les gens qui rouvriraient leur frigidaire, puis leur frigidaire pourrait quasiment les aider à se rendre compte qu'ils mangent trop. T'as mangé il y a genre une demi-heure, tu devrais peut-être attendre. Mais dans la même idée, est-ce que ça te fait pas peur en ce moment? On voit avec l'utilisation des drones une utilisation négative. La société, on n'est pas dans les lois d'Asimov en ce moment, on les respecte pas. On est en train d'aller vers une version dystopique négative de notre futur. Alors, quelles sont les choses... Là, par exemple, ce soir, on avait un événement coopératif. Comment tu l'appelles quoi? Coopétition. Coopétition, où les gens ont travaillé ensemble, toutes compagnies confondues, pour trouver des solutions. Toi, tu proposes de les utiliser et de les faire fructifier. Est-ce que c'est ça la solution pour éviter justement les drones tuent des gens? Moi, je pense qu'il faut... Oui, effectivement, tu l'amènes de cet angle-là, mais c'est usage give meaning. L'usage va donner le sens. Il faut mettre des gens qui viennent du champ gauche, qui ne pensent pas à l'utilitarité d'une chose, mais plutôt au bagage émotif que ça va donner, aux souvenirs que cette expérience-là... C'est très expérientiel comme angle. Mais ça prend des gens qui ne pensent pas nécessairement au rendement économique d'une chose, qui vont amener une rupture dans la façon qu'on interagit avec l'environnement, qui vont amener peut-être, je sais pas moi, une raison d'être utilisé différemment. Tu sais, un environnement comme ici ce soir a favorisé un échange. Comment qu'on aurait pu capturer cet échange-là? Il y a quelqu'un qui nous filme. Est-ce que l'environnement aurait pu filmer l'événement? Puis même réagir aux discussions les plus intéressantes. Est-ce que l'environnement aurait pu projeter pour les tables qui étaient consignées sur la table, à chaque fois qu'il y avait des discussions, aller chercher en temps réel des informations sur le web et les projeter sur la table pour les aider? Ce qui serait possible, on en a parlé au début, ce serait protéger tout le monde, ce serait d'avoir un profil qui serait coopératif. Tout le monde pourrait utiliser le même profil et donc tout le monde se challengerait sur les éléments que je vais y chercher. IO Theater, Ubios, toutes les compagnies qui veulent interagir avec les gens pourraient utiliser un profil libre de droit que tu contrôles et donc tu es capable de dire, bien ça je le veux pas dans le profil, ça je le veux. Je pense que ce serait pour les espaces publics, les écoles, une bonne approche pour démocratiser ça. Les hôtels. Oui, mais les hôtels vont vouloir privatiser à cause qu'ils ont des marques. Ce que je veux dire, chacun va arriver avec son billet. Un exemple, les marques sont intéressées à l'Internet of Things parce qu'ils peuvent apprendre comment les gens interagissent avec leurs produits. Ça peut juste être bon s'ils en apprennent vraiment les bonnes pratiques et qu'ils créent des meilleurs produits. Ouais. Mais un exemple, plus je te donne des données biométriques sur les gens quand ils utilisent ton produit, ne sont pas heureux. Peut-être que tu vas finir par comprendre que tu vas arranger ton produit. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir l'argent ou la vision de le faire. Mais l'Internet of Things va amener cette intelligence-là rapidement dans les produits bientôt. Là. Donc, le futur va être ce qu'on en fait, puis il faut se forcer à se parler comme on l'a fait aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut plus de compétition, donc plus de compagnies qui partagent leur vision commune, qu'on évite un agenda purement industrialiste et transhumaniste qu'on voit en ce moment, et qu'il y ait plus de concepteurs et de poètes qui pensent aux usages. Il ne faut pas laisser ça juste dans les mains des ingénieurs et des industriels. Il faut se mêler tout de suite dans ce discours-là, dans cette pratique-là, pour qu'il y ait des choses utiles et signifiantes
qui soient amenés dans cette révolution-là qui est à nos portes. Effectivement. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Voilà. Ça fait comment?